Essayer de décrypter les images, de décrypter les informations, de décrypter exactement ce qui s'est passé. Avec nous pour en parler, Bruno Pomar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ex-policier du RAID, vous êtes maire également d'une petite ville à 30 minutes à peu près de Trèbes. Et votre analyse va être intéressante dans un instant. Pierre Devino, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, on va regarder avec vous dans un instant la façon dont les chaînes de télé ont parlé de tout ça. Et puis Florian Siliki, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, spécialiste en communication politique et en communication de crise. Avec vous, on va analyser le comportement des politiques, en particulier de nos gouvernants dans cette affaire. On commence avec vous, Pierre, puisqu'on a regardé les chaînes de télé. D'abord, on va dire un mot, parce que sur les chaînes de télé, elles ont longtemps beaucoup été critiquées, et en particulier les chaînes info, on va le dire, même si on est sur une chaîne info, sur la couverture des attentats. Oui, et ça remonte à l'affaire Mera, lorsqu'un journaliste d'une chaîne info affirme, alors que les forces spéciales sont en train d'assiéger le domicile de Mohamed Mera, affirme que ce dernier s'est rendu. Alors qu'on le sait, il ne s'est jamais rendu. Alors ça a suscité de l'émoi dans les rédactions, mais cette information n'était pas de nature à mettre en danger quiconque. En 2015, lors de la prise d'otage de Damartin Anguel et de l'hypercachère de la porte de Vincennes, là c'était le cas, et c'est pour cela que les critiques sont les plus virulentes. On se souvient par exemple de Dominique Rizet, notre confrère de BFM TV, spécialiste police-justice, excellent journaliste, qui annonce en direct qu'une femme est parvenue à se cacher dans la chambre froide de l'hypercachère. Alors évidemment, les proches ont tout de suite crié et dit qu'Ahmedi Koulibaly, le terroriste, regardait justement BFM TV et qu'il aurait pu être informé directement. Il y a eu une plainte de 60 000 € qui a été ensuite retirée. Dominique Rizet l'a très très mal vécu, il le dit encore aujourd'hui, il le regrette. Sur ce même événement, un journaliste de France 2 avait filmé de très très près les images de France 2, les images. Donc on pouvait voir ce qui se passait presque à l'intérieur de ce magasin. Les militaires avancés, etc. C'était assez impressionnant. Et c'est justement les militaires et le RAID et le GIGN qui a reculé le journaliste. À Damartin Anguel, l'imprimerie où s'étaient réfugiés les frères Kouachi, Élise Lucet de France 2 interviewe un témoin direct d'un homme qui est caché à l'intérieur parce que c'est sa sœur. Et donc, évidemment, Élise Lucet, on lui a dit vous mettez peut-être en danger cet homme-là. Pire encore, une autre chaîne s'était fait incendier lorsque la rédaction a conversé au téléphone directement avec l'un des frères Kouachi. Et puis, RTL avait réalisé un entretien téléphonique avec le terroriste de la porte de Vincennes. Il n'a pas voulu répondre aux questions, donc il a raccroché. Simplement, il a mal raccroché son téléphone. Du coup, on a pu entendre toutes les conversations à l'intérieur du magasin et il expliquait notamment les raisons de son acte. Il faut savoir qu'en janvier 2015, non seulement le CSA, mais aussi les proches des otages et les téléspectateurs, d'une manière générale, s'étaient plaints du côté intrusif des médias. Alors ça, c'est le passé, et il faut bien avouer, et c'est plutôt bien que tout ça a servi de leçon, et les chaînes, là, se sont plutôt très bien comportées. Oui, on a joué la prudence à tout point de vue, et même sur des considérations qui ne sont plus celle de mettre en danger la vie de quelqu'un. On a appris sur les erreurs du passé et sur les détails du profil. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. On ne spécule pas sur la vie de quelqu'un, on croit savoir, on attend que toutes les sources soient vérifiées. On va citer deux exemples. D'abord, LCI, donc vendredi, il est 13h49. Vous voyez la prudence du présentateur lorsqu'un journaliste spécialisé dresse le profil du preneur d'otage. On orienterait davantage l'enquête vers le profil d'un homme aguerri, d'un des premiers candidats au djihad et non pas d'un individu cet individu ne serait pas, en tout cas, ne ferait pas partie de cette catégorie de néophytes qui ont été décrits à plusieurs reprises par les services de renseignement. D'accord, on va rester prudent, mais enfin les informations que vous avez, que vous nous délivrez ont bien sûr source sûre, comme l'on dit, et ont été vérifiées. Voilà. C'est intéressant, hein, la prudence du journaliste. Hein, prudence. Et quelques minutes plus tard, sur CNews, la spécialiste police-justice Noémie Schulz donne un premier bilan en expliquant qu'elle a décidé d'attendre avant de donner ce bilan. Elle ne veut pas forcément être la première sur l'info. Elle attend que ce soit vraiment le bon bilan avant de le donner à l'antenne. On a maintenant une idée d'un premier bilan. Oui, nous sommes en mesure de vous confirmer ce bilan qui est de 2 morts, un bilan provisoire qui pourrait évoluer dans les minutes et les heures qui viennent, mais à l'heure actuelle, nous sommes en mesure de vous confirmer que 2 personnes au moins ont été tuées par cet homme qui s'est retranché dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude, un homme qui s'en était pris un peu plus tôt à des policiers. Le bilan provisoire à l'heure actuelle est donc de 2 personnes tuées et d'un policier blessé. Un bilan qui pourrait évoluer. Voilà, nous avons mis un petit peu de temps avant de valider, de confirmer ces informations, mais nous sommes en mesure, à l'heure actuelle, de vous confirmer ce bilan déjà très lourd. 2 morts,
un policier blessé dont le pronostic vital n'est pas engagé. Voilà, avec des négociations qui très certainement se poursuivent entre le forcené et le GIGN pour entamer un éventuel dialogue. Voilà, on l'a entendu, hein, c'est assez nouveau ça de jouer en plus la transparence à ce point-là à l'antenne, et c'est très bien ce que fait Noémie parce qu'elle dit, voilà, on a préféré attendre, on n'a pas voulu se précipiter sur l'info, on vous le dit, on a attendu, mais le bilan qu'on vous donne pour l'instant c'est de 2 morts, ça on est sûr qu'il y a au moins 2 morts, c'est provisoire, mais celui-là on en est sûr, et c'est très bien, et c'est la leçon du passé dont vous nous parliez tout à l'heure. Autre exemple et autre chose importante, c'est qu'on a eu très peu d'images finalement de ce qui s'est passé. Oui, et il y a d'ailleurs une explication. Si on parle de l'hypercachère de Dammartin en Gouelle et de Trèbes, le point commun, c'est la prise d'otage. Au Bataclan, c'était aussi une prise d'otage, mais on n'avait pas eu d'image, donc il n'y avait pas eu de polémique. Inversement, on a eu des images du camion fou de Nice qui ont transité sur les chaînes, parfois, malheureusement. Et là aussi, il y avait eu polémique, mais ce n'était pas une prise d'otage. En fait, les événements de vendredi sont un peu dans la même configuration, souvenez-vous, que Saint-Étienne-du-Rouvray, l'assassinat du prêtre. On est à 10 km de Carcassonne, un endroit assez éloigné des grandes rédactions. Donc en fait, le temps que les correspondants se mettent en route et qu'ils arrivent, évidemment, c'est pas comme à Paris. Vous allez le périmètre est bloqué en fait quand ils arrivent. Donc ils ne peuvent pas approcher. Exactement. Les journalistes ne peuvent pas approcher parce que la police a eu le temps de faire le périmètre, ce qui ne s'est pas produit porte de Vincennes par exemple à Paris. Et vous allez voir les images de Jean-Wilfried Forquès de BFM. La presse est tenue à l'écart. Les forces de l'ordre ont eu le temps, cette fois-ci, de quadriller. Et le journaliste ne parvient même pas à filmer l'endroit où sont les forces de l'ordre. Simplement, la question reste, c'est est-ce qu'il aurait filmé s'il en avait eu la possibilité? Oui, parce qu'il fait un état des lieux. Il dit, le supermarché est là, là, il y a des gens qui attendent, et où sont les forces de l'ordre? Parce qu'il est un peu en hauteur. Regardez les images et on en reparle juste après. Ben écoutez, à l'heure qu'il est, la prise d'otage se poursuit toujours. Je vais vous montrer, grâce à la caméra de Maxime Meunier, ce qui se passe derrière moi. Vous avez ce bâtiment gris, là, le gros bâtiment gris. C'est le bâtiment qui est en fait le supermarché. Et juste à proximité, vous avez des rues adjacentes qui sont totalement bloquées, complètement interdites à la circulation, bloquées par les gendarmes. Quant aux hommes du GIGN et aux hommes de la BRI, ils se sont positionnés à proximité du supermarché. Impossible, de là où nous nous trouvons avec Maxime, de voir clairement le positionnement de ces hommes. Ce qui est sûr, c'est que juste au-dessus de nos têtes en ce moment, il y a un hélicoptère qui survole la grande surface, le supermarché. Alors, Bruno Pomar, vous êtes ex-policier du RAID, c'est intéressant de vous avoir. Vous voyez ces images, par exemple, est-ce que quand on est en action, les journalistes, c'est un handicap, au fond? Ben, c'est un handicap, en même temps, le droit à l'information, il est là. Bien sûr. Hein, on le comprend, évidemment. Mais il faut savoir que toutes les unités d'élite, le RAID, le GIGN et autres, ont des officiers de communication, normalement. Donc, effectivement, ce qu'a dit votre confrère à l'instant, il y a de gros risques qui risquent de faire prendre aux gens qui sont pris en otage ou quoi, les journalistes. Donc, à eux d'être vrais professionnels et d'éviter de donner des informations. Quand on voit ce journaliste de BFM qui montre, voilà, le supermarché là on voit qu'il y a des voitures de police. Alors, il ne voit pas où sont les troupes d'intervention, malgré tout. Mais on sent qu'on est limite, non? Oui, ça peut être un problème pour les forces de l'ordre, effectivement, parce qu'il suffit qu'il y ait des complices, on ne le sait pas, et ça peut créer un véritable préjudice, compte tenu qu'on l'a vu avec Vincennes, que le gars regardait la télévision, donc était en direct avec les médias. C'est très bien que vous soyez sur ce plateau, parce que finalement, vous avez une double casquette. Vous êtes ex-policier du RAID, et également, vous êtes maire d'un petit village qui a 30 km de Trèbes. Donc, merci d'être venu à Paris pour nous et pour nous expliquer un peu l'état des lieux. Et justement, je voudrais qu'on revoit, pendant qu'on parle, les images des journalistes qui se sont fait agresser. Ça, c'est à Carcassonne, quand ils sont allés pour tenter de parler dans cette cité. C'est quoi? C'est des zones de non-droit? Ben non, écoutez, les zones de non-droit, elles existent effectivement. Ozanane est un quartier vraiment délicat de Carcassonne. Mais en même temps, vous savez, ces quartiers sont tellement discriminés qu'il y a une réaction épidermique de la part de ces jeunes lorsqu'ils voient arriver les journalistes. Parce que, encore une fois, on les voit arriver pour traiter encore du négatif, c'est-à-dire... Oui, mais en même temps, moi j'ai lu certains témoignages de journalistes qui disaient des jeunes nous ont dit on est en deuil, mais ils n'étaient pas en deuil pour le gendarme. Je sais bien. Il y a un véritable... Il se raccroche à ce personnage qui est un assassin quand même, hein, mais ça veut dire que là, la situation est très grave dans nos quartiers et que l'islamisation, la radicalisation de ces quartiers est quand même de plus en plus présente, de plus en plus forte, et qu'il est temps de prendre des décisions en termes du gouvernement, puisque
on intervient, on fait un travail, je crois qu'on va en parler, sur tout ce qui est résoudre les opérations comme elles se font, avec des services de police qui sont très organisés. C'est très efficace là quand même. Écoutez, oui, malheureusement, souligner aussi. Oui, malheureusement, on a trop l'expérience. On a trop l'expérience de ce qui s'est passé au Bataclan et à Vincennes. Donc on a des unités de police qui sont vraiment bien formées avec, on l'a vu, le GIGN et le RAID et des unités qui sont maintenant installées depuis que Cazeneuve a mis ça en place pour que le GIGN, comme le RAID, puisse intervenir très rapidement. Il n'empêche que quand même, il y a des victimes, évidemment, mais on évite qu'il y en ait peut-être un peu plus. Mais en même temps, je crois que ces quartiers, voilà, on a l'exemple même de ces quartiers qui deviennent des zones de non-droit. Oui. Alors, on va revenir dans un instant sur la situation dans ces quartiers. Je voudrais qu'on s'arrête sur le gendarme Arnaud Beltrame, qui est un héros aujourd'hui pour la France entière, et je crois que personne n'a de doute. Mais je voudrais vous faire écouter le responsable du service police-justice de TF1, qui a fait un papier dimanche dans le 13h de TF1, où il expliquait que finalement, ce gendarme était allé au-delà des consignes qui lui sont données, et en particulier parce que pour un terroriste, et vous nous direz si vous avez le même sentiment, avoir un gendarme a plus de valeur que d'avoir une anonyme, entre guillemets. Je pense à cette dame qui était caissière dans le supermarché, contre lequel il s'est échangé. Écoutez le papier, on en parle juste après. Non, il va clairement plus loin. Il agit en dehors de toute procédure, en dehors de tout schéma classique d'intervention. Proposer à un ravisseur un échange d'otages, ça n'existe dans aucun texte. Les policiers comme les gendarmes ne l'enseignent jamais lors des exercices, lors des simulations, notamment pour une raison en fait très simple. Un risque, c'est celui que la valeur de l'otage grimpe subitement. Le ravisseur peut devenir encore plus violent avec entre ses mains un représentant des forces de l'ordre, surtout quand on est un islamiste radical et qu'un gendarme est à peu de choses près votre ennemi juré. Daesh pourra d'ailleurs très bien se faire ensuite un malin plaisir de présenter l'Agdim comme un martyr qui a justement réussi à tuer un gendarme. C'est le risque. Alors, c'est vrai qu'on se pose ce type de questions, même si ça n'enlève rien au côté héroïque d'Arnaud Beltrame, bien évidemment. Mais est-ce qu'il a raison, là, de poser ces questions, ce journaliste ? Oui, parce que de toute façon, Daesh revendique effectivement que, au-delà de tuer les Occidentaux, les mécréants que nous sommes, nous, civils, entre guillemets, il faut tuer du gendarme, du policier et du militaire. Effectivement, ça représente l'État, ça représente l'ordre. C'est-à-dire que vous êtes une cible, quoi. Oui, complètement, oui. Et malheureusement, ce lieutenant-colonel qui est intervenu, qui a donné sa vie pour effectivement sauver cette personne, effectivement, il a donné, je dirais, de la matière à ce terroriste en disant je vais tuer un représentant. Parce que je pense que le gendarme qui est allé au contact savait très bien que malheureusement il allait mourir. Vous pensez, très sincèrement, il s'est donné en otage en sachant qu'il allait mourir ? Oui, parce que ces gens-là sont quand même formés, entraînés, et ils savent un petit peu la doctrine de Daesh sur ce sujet. Donc je crois qu'il a donné sa vie. Ouais, c'est hyper héroïque. Ouais. Alors c'est vrai que dans le cadre purement administratif, il est commandant d'une unité. Est-ce qu'un commandant d'unité doit donner sa vie pour les sauver ? Enfin, c'est toujours facile de parler après. Moi, je dis simplement que ce gars-là a été héroïque, effectivement. Oui, bien sûr. Son action ne rentre pas dans un cadre classique, effectivement, d'un commandement militaire, policier, etc. En même temps, il est mort et il a sauvé une vie. Voilà. Et ça reste un héros, c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a rendu hommage dès le début de cette émission. Cette radicalisation, elle est de plus en plus importante. Ce qui surprend également, c'est le lieu quand même où ça se passe. Parce qu'on n'est pas dans une grande ville, on est à plusieurs kilomètres de Carcassonne, par exemple. Ça veut dire que même dans des endroits un peu perdus, aujourd'hui, il y a de la radicalisation, il y a un risque pour les gens. C'est assez terrible de se dire ça. C'est toute la force de Daesh et des adeptes, des assassins de Daesh qui sont partout. On en a en France, évidemment, en nombre. Et en même temps, c'est pour ça que Cazeneuve avait mis en place ces unités en province, je dirais, Toulouse, Montpellier et ailleurs, GIGN, RAID, etc., pour pouvoir intervenir, parce qu'on savait que ça allait arriver. Une tuerie de masse dans le supermarché, on savait que ça allait arriver. Ça a été limité sûrement parce qu'il y a des unités de proximité qui ont pu intervenir, parce que ces gendarmes territoriaux, dont le commandant est mort, étaient là pour intervenir rapidement, puisqu'il y a eu un assaut d'urgence qui a été donné dès que ce lieutenant-colonel a été assassiné. Effectivement, on sent que Daesh peut intervenir partout, et les adeptes surtout de Daesh. Mais vous êtes ancien policier du RAID, je le disais, Radouane Lactim a quand même été fiché S. Sa compagne était fichée S. Et le mec est en liberté. Vous entendez cette colère quand même qui est en train de monter depuis quelques heures après l'émotion, après l'hommage aux héros. On sent aujourd'hui en France qu'il y a une colère, qu'on dit c'est pas possible que ces gens soient fichés S et qu'ils puissent encore intervenir. Je vous répondrai en disant qu'à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, on dit la même chose. Oui, mais à chaque fois ils sont fichés S. Oui, c'est ça le problème. Mais ils sont par milliers fichés S. Et vous savez, Jean-Marc Morandi dit que les RG, qui sont les brigades territoriales actuellement, le renseignement territorial, plus la DGSI, sont grosso modo entre 6 000 fonctionnaires de l'État. Il n'y en a pas assez, on le sait.
il y a eu des effectifs supplémentaires, mais il n'y en a pas assez. Pourquoi ? Parce que les cibles sont tellement multiples à surveiller. L'affaire Mera a révélé ce même processus, ce même discours, je dirais. Mais est-ce qu'il ne faut pas les mettre en prison ? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ces gens-là ? Pourquoi on les laisse dans la nature jusqu'au moment où ils vont commettre un attentat ? Vous savez, on se mord la queue, comme on dit. Pas vraiment, parce que... Il faut construire des prisons. Il faut construire des prisons. Ils sont quoi ? Dangereux, ils sont combien ? Ils sont 300, 400 ? Vraiment dangereux. Ils sont plusieurs milliers, je pense. De dangereux ? Oui, entre 1500 et 2000. Mais les chiffres en même temps, et la preuve... Et aujourd'hui, nos prisons ne sont pas capables d'avoir 2000 prisonniers de plus ? Vous pensez ? Écoutez, non, sûrement pas, mais en même temps, je vous dis encore une fois, les cibles sont tellement nombreuses, et ce gars-là était fiché, certes, S, sa compagne également, mais il a été suivi sur des périodes, et en même temps, comme il y a d'autres cibles, on change ça ne sert à rien de ficher les gens S ? Ah si, ça sert à quelque chose. La preuve que non. Si. Alors, les ultimes fichiers S que connaissent les services de renseignement, effectivement, on en a une vingtaine par secteur. Sur Toulouse, il doit y en avoir une vingtaine qui traînent. Là. Ceux-là sont vraiment suivis de façon précise. Mais les plus radicaux ne sont pas nécessairement ceux qui vont intervenir. Et on l'a vu, encore une fois, avec ce gars-là, qui était, radicalisé, mais on ne pensait pas qu'à aucun moment il serait passé à l'acte. Mais vous comprenez la colère des téléspectateurs, des gens qui disent, enfin, à chaque fois que quelqu'un intervient, on nous dit les fichiers S, donc ça suffit. Et oui, donc on fait quoi ? On attend ? Oui, l'État fait ce qu'il peut, et il répond comme il peut, mais c'est vrai que c'est un vrai justement, est-ce problème. que finalement notre démocratie n'est pas un handicap vis-à-vis de tout ça ? Parce qu'on est en démocratie et que ces gens n'ont rien fait, en fait, on les laisse dehors. Et est-ce que notre démocratie, c'est pas une de ses fragilités, justement, de ne pas pouvoir intervenir sur ces gens qui ne sont pas encore passés à l'action ? Oui, parce que c'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas totalement. Et je crois que les gouvernements, depuis 10 ans, là, maintenant, en fait, depuis la venue de Valls au ministère intérieur et puis jusqu'à maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, ils ont du mal à maîtriser la situation. Et c'est là que rentrent en jeu, évidemment, les fameux éléments de langage qu'adoptent les politiques. Mais effectivement, au bout d'un moment, ils ne savent plus trop quoi dire parce que c'est compliqué. Ouais, Florence Selvicky, justement, vous êtes spécialiste en communication politique. Et c'est vrai qu'il y a de la communication politique dans ces moments-là, même si on est sous le drame, on est sous l'émotion. On va regarder un premier exemple, c'est Édouard Philippe, qui était en visite en province. Il s'adresse à la presse quelques instants seulement après cette prise d'otage et il annonce qu'il décide de rentrer à Paris. Je vais pour ma part écourter mon déplacement à Mulhouse, où j'étais venu discuter avec les acteurs de la politique de la ville, afin de me rendre à Paris et de rester en relation étroite et constante avec le président de la République. On est dans la communication, là ? Pleinement. Édouard Philippe et Emmanuel Macron, ils savent qu'en politique, ils ont besoin de faire savoir pour que l'opinion publique puisse prendre conscience et leur donner acte de leur action politique immédiate. Ils savent qu'ils vont avoir affaire à une contestation de l'opposition immédiate. Ils savent que c'est le premier grand test face à un attentat terroriste de la présidence Macron. Ils veulent donc immédiatement agir et mettre en scène une action politique qui permette de immédiatement faire taire toutes les critiques qu'ils pourraient émettre sur cette action politique. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites ça, c'est le premier acte de la réponse à l'opposition qui n'a pas encore parlé, mais en fait, ça permet de construire déjà son argumentation pour la suite. Bien sûr, c'est un bouclier médiatique qui est déployé ici par l'exécutif pour faire taire toutes les critiques qui pourraient être émises et qui d'ailleurs n'ont pas manqué de l'être. Alors, autre image que vous allez commenter, c'est Édouard Philippe et Emmanuel Macron en direct sur les chaînes, en train de marcher au ministère de l'Intérieur. Les journalistes l'ont dit en voyant cette image, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça. Et surtout, c'était en direct, on les voyait marcher dans les couloirs, ce qui ne sert à rien, hein. Entre nous, ça ne sert à rien. On est dans la pure com, on regarde et vous analysez après. Ces images, elles sont fournies en direct. Il y a une volonté très claire du couple exécutif de communiquer, de montrer que le gouvernement, les plus hautes autorités de l'État, le président de la République, le Premier ministre sont au travail pour la protection des Français. Ils ne veulent pas laisser le moindre espace possible à l'opposition et à la critique, des critiques qui naîtront forcément. Donc ils communiquent, il y a une communication très forte avec cette volonté. Donc on voit ces images, c'est assez rare quand même. Une caméra dans le ministère de l'Intérieur qui filme l'arrivée. Voilà, des images qui ont duré plusieurs minutes, en direct sur toutes les chaînes info et sur CNews en particulier. Ça veut dire quoi, ça ? Ça, c'est un nouveau genre d'information politique. C'est de la télé-réalité
C'est de la télé-réalité du contre-terrorisme. Au fond, ce qu'on fait là, c'est acter que le terrorisme, c'est de la communication, et donc on déploie un mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'on démontre la puissance de l'État, les outils, on les met en valeur, ces outils qui sont au service des politiques. Et au fond, nos politiques, ils ont compris que les Français, ils doutent de leur capacité à influer, à changer le cours des choses. Et donc là, le politique, il met en scène son action politique pour montrer qu'il est capable d'agir, qu'il est capable de se mobiliser pour lutter contre ce qui est vide la communication, parce que le terrorisme, ça vide la communication. Mais ça veut dire en même temps que Emmanuel Macron, le gouvernement, ils sont très bons en com, là. Ils savent parfaitement parce que tirer les leçons. Personne avant n'avait osé faire ça. Bien sûr, mais Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier qu'il tire les leçons d'un quinquennat Hollande qui a été marqué par la mort, comme l'a dit François Hollande. Et donc, Emmanuel Macron, il sait qu'il ne veut pas avoir à subir les attaques répétées de l'opposition qui ont affaibli la présidence Macron. Il en a tiré les leçons et il met en scène toute l'autorité qui est la sienne dans cette présidence de cette cellule de crise qu'il a médiatisée volontairement. Mais c'est quoi la limite de la communication? Est-ce qu'à un moment, ils peuvent aller trop loin? Par exemple, ça, vous, expert en communication, il fallait le faire? Il fallait le faire. Ça a été suffisamment efficace pour que les critiques soient tues. Et au fond, ça démontre, et c'était attendu par l'opinion publique, que le politique agit. Les Français, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas accepter que le politique subisse sans réagir. Et donc, c'était utile. Autre image. Alors, on a eu les couloirs, mais c'est allé encore plus loin, puisque pour la première fois, les caméras sont entrées dans la salle de crise de Beauvau. Là aussi, c'était en direct sur toutes les chaînes info. Regardez. La cellule de crise, c'est complètement inédit. Ça, voilà, ça rappelle des images un petit peu des États-Unis parfois quand on voit ces caméras donc qui s'immiscent au plus près du centre du pouvoir. On voit le président de la République. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui on voit sur ces images? Donc le Premier ministre. Alors vous avez le président de la République et le Premier ministre. Et en plus, ce qui est assez rare, c'est vrai, c'est qu'on a là les premiers mots, en tout cas, qui sont en direct. Ça, à ma connaissance, c'est complètement inédit. On va peut-être écouter le président de la République. Le ministre et tout à fait ainsi que l'ensemble des responsables que j'aperçois de l'autre côté de la visioconférence. On a d'autres personnes en visioconférence qui sont également présentes. Et la DGN. Et le procureur. D'accord. Qui est présent aussi. Je vois. Absolument, Monsieur le Président, bonjour. Je suis effectivement avec Monsieur le Préfet, avec Monsieur le Procureur de l'Ambulance, avec des responsables de la gendarmerie, du GIGN, de la police nationale. Le directeur général de la police nationale est avec moi. Voilà, assez étonnant. On suit même le début de la réunion de crise. Bien sûr, tout est fait, tout est calculé, tout est mis en scène pour que les Français soient rassurés, pour que chacun des Français comprenne que les plus hautes autorités de la sécurité intérieure et de la défense nationale sont ici mobilisées pour faire taire tout ce qui pourrait, au fond, mettre en danger la sécurité des Français. Une caractéristique qu'il faut retenir ici, c'est que pour la première fois, lors d'une attaque terroriste, on retiendra sans doute bien davantage le nom d'un héros, de la victime du terrorisme plutôt que son auteur. Et donc on voit au fond que n'a pas été martyr celui qui pensait devoir l'être. Bruno Pomar, ça vous inspire quoi, ces images? Oui, ce que disait... Vous pensez que c'est bien, c'est rassurant? Oui, pour la population française, oui. Pour les spécialistes, on peut toujours s'interroger. Qu'est-ce que vous dites, spécialiste? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire encore, même si les services de renseignement travaillent fort bien. Je pense à la DGSI, évidemment, qui ne compte plus leurs heures pour traiter tous les objectifs. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Les unités d'intervention spécialisées comme le RAID, le GIGN sont hyper coordonnées pour travailler, évidemment, maintenant et intervenir rapidement. Le renseignement servira encore de nombreuses années, je pense, pour déceler toutes ces cellules et ces individualités, je dirais, de jeunes terroristes. Mais pour autant, il y a un gros travail de société à faire derrière. Et là, les politiques, malheureusement, on ne les entend pas. Lorsque je vous disais tout à l'heure en aparté que je suis très investi, moi, dans le monde associatif, mais il y a un gros travail à faire pour occuper le terrain dans ces quartiers complètement délaissés, avec le monde associatif, etc. Si on laisse ce terrain vide, on le laisse aux salafistes, et c'est ce qui se passe actuellement avec nombre de ces jeunes. Merci beaucoup Bruno Pomar. Dans un instant, on va s'interroger sur comment réagir face à cette violence, face à la violence des images, et face au fait que c'est un supermarché qui est attaqué. C'est un lieu de vie, un lieu de tous les jours où nous allons tous. On va en parler avec Sabrina Philippe, qui est psychologue, et le docteur Stéphane Clergy, qui est pédopsychiatre. Bruno Pomar, ex-policier du Rennes, merci d'avoir été avec nous. Florian Silnicki, merci également, spécialiste en communication. Pierre de Villeneuve, merci à vous. On passe aux